Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous essayerons de lever un coin de voile sur la carte du ciel. Comment l'élaborer? Ensuite, comment l'interpréter? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir, cher frère Préven. Vous êtes instructeur spirituel et astro-kabbaliste. Oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez et que vous traitez au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel? La carte du ciel, comme j'aime bien l'expliquer souvent à mes consultants, c'est pour dire que c'est juste la photo du ciel à un moment précis. En fait, vous savez, le ciel est dynamique. Les planètes bougent et ce que nous avons fait, quand je fais ça, quand je viens faire ça, les planètes ne sont pas forcément au même endroit. Donc, la carte du ciel, c'est une photo de ce ciel-là, donc statique, pour permettre un peu d'observer un certain nombre de choses par rapport à un événement, par rapport à un être, par rapport à... Bref, à toutes les situations de la vie, généralement, la carte du ciel permet de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Très bien. Alors, quels sont les éléments constitutifs d'une carte du ciel? En termes clairs, dès qu'on veut élaborer une carte du ciel, quels sont les éléments qui doivent entrer en ligne de compte? Bon, dès qu'on veut élaborer une carte du ciel, les éléments qui doivent rentrer en ligne de compte, c'est des informations que l'intéressé fournit. Oui. Le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Pourquoi tous ces éléments? Justement. Bon, le nom, prénom pour permettre d'identifier la carte, bien entendu. La date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. La date de naissance, en fait, renseigne sur la position du soleil. Oui. Le lieu de naissance et l'heure renseignent sur le signe qui se trouve à l'est au moment de la naissance de l'intéressé. Oui. En fait, un peu, le lieu de naissance et l'heure permettent de calculer ce que nous appelons les maisons terrestres. Oui. Donc, avec la date, l'heure, nous avons alors les positions ou la distribution des différents éléments de la carte du ciel. Pour répondre un peu, je dirais, les différents éléments qui constituent en fait la carte du ciel, c'est déjà les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes et les 12 maisons. On récapitule les 12 signes. Les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, et les 12 maisons. Qui, en fait, offrent la trame sur laquelle doit se jouer un événement ou la vie, ou c'est un événement de vie de l'intéressé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une maison alors? Les maisons, c'est comme on le dit, c'est des maisons. Généralement, j'ai dit tout à l'heure, pour calculer les maisons, on a besoin des heures de naissance. Une information importante et indispensable que l'on ne trouve plus aujourd'hui sur nos actes de naissance. Les maisons, en réalité, vous voyez, quand vous avez les distributions des planètes dans les signes, les planètes dans les maisons disent dans quel secteur de vie tel événement peut survenir dans la vie de l'intéressé. Donc, les maisons, en réalité, parlent des secteurs de vie de l'intéressé. Généralement, la maison la plus importante, c'est la maison 1. Pourquoi? Parce que c'est la maison, en fait, qui parle du corps, de l'ascendant de l'intéressé. Tant que le soleil renseigne sur le côté, l'information de l'âme, l'ascendant permet, en fait, ou renseigne sur comment est-ce que l'intéressé va être dans son côté physique. Des fois, les informations de l'âme sont très bonnes, mais le côté ascendant va constituer un blocage. L'ascendant, c'est le corps physique, c'est d'abord la morphologie de l'intéressé, ça renseigne sur la maladie que l'intéressé peut avoir, ça renseigne sur le côté faible de l'intéressé. Bref, autant d'informations qui permettent, quand l'ascendant et le côté âme sont en bon terme, en bonne harmonie, là, il y a une bonne circulation du fluide, c'est-à-dire de l'âme vers le corps physique. Et donc, les maisons s'avèrent véritablement importants pour permettre de déterminer. Bon, par exemple, je prends un exemple simple. La maison 2, par exemple, vous parle
de mon avoir, de votre avoir. C'est-à-dire mon argent, ma propriété, ainsi de suite. Mais si l'on ne sait pas dans quel secteur de vie ou quel secteur de vie vous permet de pouvoir permettre à l'entrée du flux financier dans votre vie, on aura de la difficulté à répondre à certaines questions. Quand on ne sait pas, je prends par exemple la maison 3 qui vous parle des études et des petits déplacements. La maison 4 qui vous parle de votre famille. Quand je dis famille, la cellule familiale ou même la grande famille. La maison 5 qui vous parle de vos amours ou de la chance. La maison 6 qui vous parle des petites maladies. La maison 7 qui vous parle de l'autre, de la femme, de l'associé, du partenaire, en fait, des autres avec qui vous avez des rapports, temps de travail, et ainsi de suite. C'est la maison 7 qui renseigne sur ça. La maison 8 vous parle des dons et des legs. En fait, vous parle de la mort, de ce que vous pouvez hériter, de l'héritage. La maison 9 vous parle des grands voyages. La maison 10 vous parle de votre ascension sociale. La maison 11 vous parle des petites difficultés qui peuvent ici vous ouvrir au monde. La maison 12 vous parle des grandes maladies. Et donc, chaque maison en réalité donne une information capitale sur la vie du consultant ou sur la vie de l'événement sur lequel l'on consulte. Très bien. Alors, les planètes, elles autres, par exemple, quelle est leur importance, leur rôle dans une carte du ciel? Oui, la carte du ciel, comme on le dit, le ciel est là. Mais la présence des planètes, en fait, renforce, ça envoie un message. En fait, les planètes, si je prends les planètes, nous en avons dit, on a dit, il y a le Soleil, il y a la Lune, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, Uranus, Neptune et puis Pluton. Mais ces planètes, en fonction de la planète qui se retrouve dans un signe ou dans une maison, ça renvoie une information. On sait par exemple que le Soleil, par exemple, partout où ça se trouve, vous renvoie une information de vie par rapport à la maison, par rapport au signe. Généralement, d'ailleurs, c'est le Soleil qui permet de connaître le signe Soleil. C'est-à-dire, vous êtes né à telle date, le Soleil se retrouve à telle position, vous êtes de tel signe. Donc, quand on prend un thème pour voir le signe de l'intéressé, c'est qu'on commence par voir la position du Soleil. Et donc, ça renseigne sur les capacités ou les qualités d'âme de l'intéressé, en fonction du Soleil. Maintenant, si l'on voit la Lune renseigne sur notre féminité. Et comme je le dis souvent, dans un thème, par exemple, le Soleil et la Lune représentent le père et la mère. Dans un thème oui, astral. Astral. Le Soleil représente le père, la Lune représente la mère. Le Soleil représente le mari ou le patron, dans certains cas, et la Lune représente la femme ou c'est-à-dire l'intime de l'être. Ainsi de suite. Mercure vous renseigne, par exemple, sur votre capacité à vous ouvrir aux autres. C'est-à-dire communication. Vénus vous renseigne sur votre capacité à c'est-à-dire à vous intéresser aux autres, ou du moins à profiter de la vie, à jouir des plaisirs de la vie. Mars vous renseigne sur la rigueur que vous avez en vous et celle que vous déployez vers le monde. Jupiter vous renseigne sur votre capacité ou sur les opportunités que la vie peut vous présenter. Au plan matériel. Au plan matériel. Et même spirituel. Saturne, par exemple, vous renseigne sur les limites que la vie vous impose. Uranus vous renseigne sur ce qu'on peut vous autoriser, vous donner, quand bien même vous n'avez pas les mérites. Neptune et Pluton vous renseignent sur des capacités qui peuvent se révéler, c'est-à-dire, souvent c'est des aspects latents, mais qui peuvent se révéler par rapport à un choc, mais qui renseignent souvent sur des informations de masse. Quand parle-t-on de trigone, de carré, d'opposition et de conjonction? Oui. Ça c'est, en fait, vous voyez, quand on regarde dans le ciel, non seulement les planètes, en fonction de leur position, jouent un rôle
dans les signes et dans les maisons. Oui. Maintenant, il y a quelque chose que nous appelons les aspects. Ouais. Les aspects, c'est la différence angulaire qui se retrouve entre deux planètes. Quand deux planètes, en fonction des planètes, certes, se retrouvent à moins de entre 1 et 3 degrés, Oui. quand ce n'est pas les luminaires, on parlera de conjonction. Ouais. La conjonction, c'est qu'on dit que les deux planètes mélangent leurs valeurs. Ça peut être profitable, comme ça peut être désastreux. Oui. Donc ça dépend des planètes qui sont en conjonction. Oui, en conjonction. Donc les aspects, c'est-à-dire trigones, conjonctions, sont des aspects que forment les planètes dans leur mouvement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment de votre naissance, la carte du ciel, en fait, est une photo. Oui. Mais le ciel étant dynamique, le ciel est comme une caméra, c'est-à-dire une vidéo, si vous permettez, qui permet défile les images. Donc, l'image d'alors n'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, si on doit interpréter votre ciel aujourd'hui, c'est vrai, on interprète le ciel de naissance, mais on voit les transits ou les révolutions, qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence. Et ça permet de pouvoir ouvrir des horizons d'interprétation ou de vision plus larges et plus vastes sur l'intéressé. Donc, trigone, carré. Le trigone, par exemple, c'est un aspect de 120 degrés. C'est le meilleur aspect qui puisse exister dans un thème. C'est un thème. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez voir, il y a une chose importante. On dit le thème, sinon les signes sont basés sur les éléments. Ouais. Qui ici sont au nombre de 4, pas comme en feng shui. C'est-à-dire, on te parlera du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Et quand vous regardez la distance entre deux signes, ça fait 120 degrés. Oui. Et 120 degrés, c'est la distance que l'on retrouve entre deux signes. Donc, si vous regardez sur un thème, c'est-à-dire, entre les signes du même élément, vous avez les trigones. C'est-à-dire 120 degrés, ce qui les relie. Et donc, ça donne des grands trigones, si vous avez cet aspect dans votre thème, bien entendu. Ou, quand vous parlez de carré, le carré, ça fait 90 degrés. 90 degrés, c'est un aspect un peu violent, qui dit que, bon, les choses vont secouer. La moitié de 90 degrés, ça fait 45 degrés. La moitié de 120 degrés, ça fait 60 degrés, ainsi de suite. Et donc, vous avez des aspects qui, en fait, indiquent les rapports de force entre les différentes planètes. Et en fonction des positions des planètes, on a ces rapports de force. Donc, ça constitue autant d'éléments qui sont interprétés, par exemple, dans un thème. Dans une carte Alors, du justement, comment interpréter ou comprendre alors une carte du ciel? Justement, pour comprendre une carte du ciel, c'est vrai, c'est comme je le dis aux gens, la plupart du temps, quand je prends la carte du ciel et que je commence pas à parler, on dit, mais tout ce que tu dis là, tu lis ça là. Je dis, oui, c'est un langage. Et c'est un langage. En fait, il faut comprendre une chose. Hein. Le ciel, c'est un abécédaire. Ouais. Vous avez, généralement dit, on a 10 planètes, 12 signes. Ça fait 22. En relation étroite avec les 22 lettres sacrées. Oui. Et, comme on le dit, il y a la syllabation. C'est-à-dire, le B et le A, ça fait ba. Oui. Ou le A et le B, ça fait ab. Ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est un langage que nous apprenons. Et quand vous comprenez, quand vous allez voir juste 2 pages, mais vous allez parler pour écrire des centaines de pages. Donc, c'est vrai, je ne peux pas tout dire aux téléspectateurs, mais ce que je peux dire en fait, c'est quoi? Lire une carte du ciel, c'est qu'on dit, quand vous prenez une carte du ciel, la première des choses à voir, c'est la position du soleil. Oui. Ça vous renseigne sur le signe. La deuxième des choses, c'est la position de l'ascendant. Le soleil se trouve dans quel signe? Ce signe est dominé par quelle planète? Cette planète se retrouve dans quel signe? Ou dans... Et donc, ça commence. Vous allez tisser la maille qui va permettre en fait de voir les différentes perspectives ou les différentes possibilités qui s'offrent au consultant ou à celui qui veut bien essayer de comprendre. Et donc, vous allez avoir ces éléments qui vont l'aider, l'éclairer sur ses forces, l'éclairer sur ses faiblesses, sur ses limites. Et donc, comme j'aime bien souvent le dire, quand on connaît ses forces, on peut les décupler. Oui. Quand on connaît ses limites, on peut les diminuer. Je dis. Alors, les données qui figurent donc sur la carte du ciel ou le thème astral, est-ce que ces données sont figées, fatales? Non. Il y a un grand qui a dit que les astres inclinent
mais ne décide pas. Il y a une chose importante que les téléspectateurs doivent savoir. Souvent je dis, ignorer les faiblesses ou les forces dont on dispose, c'est un tort qu'on se porte. Les connaître, c'est un pouvoir. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, on dit souvent que l'information est un pouvoir. Absolument. Quand vous savez ce qui constitue vos torts, c'est-à-dire vos faiblesses, et vous connaissez ce qui constitue vos forces, vous pouvez sublimer les forces et travailler à diminuer les faiblesses. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui a du signe d'eau. Les signes d'eau, généralement, sont susceptibles, très jalouses, très attachants, ainsi de suite. Mais l'attachement peut constituer une entrave, et pour soi, et pour l'autre. Absolument. Mais quand vous ne le savez pas, vous allez vivre toute votre vie dans quelque chose qui, au lieu de vous aider, va devenir une entrave pour vous. Très bien. Et pour ceux qui sont tout autour de vous. Quelqu'un qui est du signe de feu. Souvent, c'est des gens qui s'emportent très vite. Un d'eux, lui, il est énervé, et puis bon, c'est des gens qui sont très susceptibles, il faut toujours être derrière lui. Mais quand il comprend que sa colère peut devenir l'âme qui servira à sa propre destruction, il travaillera à apaiser cette colère-là, pour ne plus hésiter de cette colère. Quand on prend quelqu'un qui est du signe d'air, qui est toujours là à se poser des questions, à poser des questions, qui pose énormément de questions, pas forcément toujours pour avoir des réponses, mais qui pose des questions qui, des fois, peuvent être très essentielles. Mais, à des moments donnés, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Il faut aller. Quelqu'un qui est du signe de terre, qui est réaliste, lui veut voir avant de croire. Bon, lui, c'est vrai, mais n'oublions pas que quand on n'entreprend pas, on n'a pas de matérialité. Non. Donc, à un moment donné, mais c'est comme j'aime bien le dire, je dis souvent, vous savez, je dis aux détracteurs de l'astrologie, vous savez que le ciel est tel qu'il est, pour que de nos différences, nous puissions bâtir quelque chose de magnifique. Et comme tu le dis, est-ce que le ciel nous limite? Non. Des aspects que le ciel prédit, la volonté de l'homme surpasse tout. Et je vais vous faire une confidence de praticien. Il m'est arrivé de consulter des fois des gens où j'ai vu, par exemple, des problèmes dans le thème, mais ces personnes ne vivaient aucune, ou du moins n'ont même jamais eu conscience de ces problèmes. L'explication que j'ai pu avoir par la suite est la suivante. C'est que, vous savez, les parents ont de l'ascendance sur leurs enfants jusqu'à l'âge de 21 ans. Souvent, on demande aux parents, quand vous vous réveillez, vous êtes heureux, appelez vos enfants et priez pour eux. Demandez ce que vous voulez que la vie soit pour eux. Et vous allez voir, les limites, rien que par les paroles, on peut lever les limitations qui se retrouvent dans un thème. En dehors de ça, il y a autre chose. On demande aux parents, c'est vrai, on mange au moins 3 fois par jour. Est-ce qu'on a une communion spirituelle fraternelle avec les enfants en général? Si cela se fait, généralement, ça permet également de lever les limites que l'on peut retrouver dans un thème. Donc, est-ce que, tel que c'est dit, c'est comme ça? Je me rappelle, je ne vais pas le nommer, d'un grand homme à qui un astrologue a dit, mais toi, tu seras un assassin. Et il a dit, puisque je l'ai su, je ne le serai jamais. Et il ne l'a jamais été. Très bien. Il n'a jamais tué avec des armes blanches ou des armes à feu. Mais à la fin de sa vie, il a dit, mais finalement, l'astrologue là a raison. J'ai tué par ma plume, par mes écrits, par mes pensées. J'ai dit. Alors, comment déterminer sur une carte du ciel ces anges, les anges gardiens ou soit les 22 anges? Là, nous passons de l'astrologie scientifique à l'astrologie kabbalistique. Très bien. Qui, en fait, est un outil qui nous permet, en fait, de dire... Vous savez, la plupart du temps, l'astrologie scientifique trouve les problèmes. L'astrologie kabbalistique trouve les problèmes et propose des solutions aux problèmes. En fonction de la position des planètes, en fonction des aspects, et ainsi de suite, nous avons des anges qui
sont indiqués, par exemple, dans une carte du ciel kabbalistique. Vous avez des anges qui accompagnent, par exemple, la carte événementielle ou la carte du ciel, qui permettent, en fait, de connaître. S'il y a des problèmes, ces anges-là constituent des portes qui peuvent nous aider à pouvoir régler ces problèmes par des pentacles, par des prières, par certaines pratiques rituelles ou des ascèses. Et donc, connaître les anges, déjà quand vous allez automatiquement dans une carte du ciel, Astro-Kabbale, vous avez la possibilité, vous avez le thème, vous avez les aspects, vous avez l'arbre de vie personnalisé. Et vous avez les anges qui ont assisté à la naissance de l'intéressé. Généralement, on vous parlera d'un ange gardien, qui est l'ange gardien physique, de 3 anges gardiens, qui sont les anges physiques, émotionnels et mentaux, ou des 22 anges qui ont assisté à la naissance de l'intéressé, en voyant les anges qui sont au niveau de chaque planète. J'ai dit. Alors, comment corriger, par exemple, une carte du ciel prétendument complexe Oui, en fonction des aspects. Il y a des aspects que nous appelons des aspects violents. C'est-à-dire, c'est les semi-carrés, le carré et les oppositions, qui sont des aspects violents. Et en fonction des aspects, en fonction de certaines configurations, on peut lire sur la carte du ciel des blocages. Et ces blocages, je prends un exemple simple. Vous avez par exemple, dans un thème, Jupiter qui se retrouve dans Capricorne ou dans Verseau. Ça indique un manque de moyens, tant matériel que spirituel. Jupiter qui se retrouve dans Capricorne ou dans le Verseau. Ça indique un manque de moyens, tant dans le plan matériel que dans le plan spirituel. Comment est-ce qu'on peut régler un tel problème? Généralement, on demande à cette personne-là, par exemple, que les samedis et aux heures de Jupiter, de faire des offrandes. Ou de faire des jeûnes, les journées de samedi. Ou on demande également, on peut faire des pentacles pour l'accompagner dans la résolution de ce problème-là. Là, on dit souvent, on dira qu'il a une main percée. C'est comme s'il y a un trou dans sa main. L'argent vient, mais l'argent est passé par où? C'est des types de personnes qui te diront, dès qu'ils ont l'argent, ils dépensent. C'est quand l'argent finit qu'ils commencent par faire les comptes pour voir, j'ai acheté quoi. C'est des gens à qui on conseille, par exemple, de ne pas avoir de la liquidité sur eux, trop de liquidité pour sortir. Et pour aller dans des boutiques pour faire des achats, on leur recommande souvent de faire une liste de ce qu'ils veulent acheter et de s'en tenir à cela. C'est des gens qui sont tentés, dès qu'ils voient quelque chose qui a une couleur qu'ils aiment, ils veulent l'acheter. Ils savent peut-être que ça ne va pas être utile pour moi, mais ils l'achètent et il sera contraint de le donner. Donc c'est des gens qui font des dépenses inutiles. Et pour pallier à ça, le jeûne, la pratique des dons ou les pentacles peuvent être utilisés. Et c'est pratiquement la même chose qu'on propose en fonction des autres aspects dans un thème. Donc pour corriger généralement, c'est qu'on conseille les prières, le jeûne, et les dons, et puis les pentacles. Alors quels sont par exemple les éléments qui peuvent être modifiés dans une carte du ciel? Tout peut être On peut tout modifier. Donc il n'y a pas d'éléments intangibles, non. Non. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas changer votre signe. C'est ça. Mais en dehors de ça, quand vous connaissez vos limites et vos faiblesses, parce que bon, c'est vrai, on peut être tous du même signe et ne pas avoir... D'abord, on n'est pas nés les mêmes années. 2, le soleil ne se retrouve pas dans un signe. Je l'ai dit, nous avons 30 degrés et donc 3 décans. Le premier décan donne une particularité du signe, le deuxième décan donne une particularité du signe, le troisième décan donne une particularité du signe. Et ça dépend du signe. Donc, c'est autant d'éléments. Donc, on peut être du même signe, je peux être du début, vous pouvez être du milieu, oui, peut être de la fin. On est du même signe, mais on n'aura pas les mêmes comportements. C'est ça. On n'aura pas les mêmes tendances. On ne va pas développer les mêmes vices. En fonction même du degré du soleil, quand on va faire cette analyse poussée, le degré renseigne par exemple sur des ouvertures que vous avez, ainsi de suite. Oui, mais le degré, effectivement, le degré, quelles sont les indications que le degré nous donne dans une carte du ciel? Beaucoup. Généralement, comme je l'ai dit, si vous prenez, vous avez, dans un décan, vous avez les degrés de 0 à 10, sinon de 1 à 10.
Quand c'est 1 degré, le soleil par exemple se retrouve à 1 degré 1. C'est un degré qui est axé sur la volonté. À 1 degré 2, c'est un degré qui est axé sur l'amour, sagesse. À 1 degré 3, c'est un degré qui est axé sur le sacrifice. À 1 degré 4, c'est un degré qui est axé sur la générosité ou la bonté du cœur. À 1 degré 5, c'est un degré qui est axé sur la rigueur. À 1 degré 6, qui est axé sur l'harmonie. 7, qui est axé sur la spiritualité. 8, qui est axé sur la communication. 9, qui est axé sur la pureté. 10, qui est axé sur l'action. Et vous avez cela est répété 3 fois dans le signe. Donc la première fois, c'est volonté, volonté. La deuxième fois, c'est volonté, amour. La troisième fois, ça va être volonté de sacrifice. Et ainsi de suite. Très bien. Alors, quelle est, par exemple, la fiabilité des logiciels utilisés pour établir les cartes du ciel? Bon, la plupart du temps, c'est vrai que nous avons beaucoup de logiciels. Mais le problème, la plupart du temps, se résout souvent dans les paramétrages ou dans l'habileté de celui qui utilise. Vous voyez, quand vous renseignez mal les choses dans un logiciel, vous pouvez avoir des informations qui soient complètement erronées. Et quand l'information est erronée, tout ce que vous avez fait, tout le travail est à l'eau. Tout le travail est à l'eau. Donc, je peux dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de très bons logiciels, très fiables. Parce que c'est des logiciels qui ont été montés par des informaticiens et des praticiens astrologues qui ont permis de pouvoir mettre cet outil. Sinon, avant, quand on doit monter un thème du ciel, une carte du ciel, on passait des semaines. Parce qu'il n'y avait pas les logiciels. On utilisait 2 livres, c'est-à-dire on utilisait les éphémérides et on utilisait le livre des tables des maisons. Et ça permettait de pouvoir faire des calculs. Avec les éphémérides, vous avez, ça dépend de quel type d'éphéméride. Il y a les éphémérides de 0 heure et les éphémérides de midi. Donc en fonction de ça, vous allez voir, en fonction de l'heure de naissance de l'intéressé, on fait les calculs pour voir quelle est la position de la planète à l'heure de la naissance de l'intéressé. Les tables des maisons nous permettaient de pouvoir avoir... Donc, c'est qu'on partait d'une feuille vierge et, en fonction des informations et des calculs, on notait les différentes choses et on fait les calculs pour avoir les aspects, ainsi de suite. Et donc, c'était un travail véritablement fastidieux. Aujourd'hui, avec les logiciels, vous rentrez les informations, dès que vous cliquez, vous avez la carte du ciel qui vous est présentée et vous pouvez faire votre travail en moins d'une 5-10 minutes ou plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir entre l'astrologie scientifique et l'astrologie kabbalistique? Bon, la scientifique conduit au kabbalistique. Très bien. Donc, l'astrologie scientifique est tout autant importante que l'est l'astrologie kabbalistique. Mais comme moi, je suis kabbaliste, si vous me demandez de choisir, c'est tout choisir. L'astrologie kabbalistique. Naturellement, parce que ça offre en même temps des solutions aux différents problèmes qui peuvent survenir dans le thème. Il arrive souvent que des gens se trouvent des problèmes dans des thèmes, l'annoncent, mais n'ont pas souvent de solutions. Alors qu'avec l'astrologie kabbalistique, avec la table des anges, et ainsi de suite, les solutions sont déjà là. C'est un peu comme on le dit chez nous, c'est-à-dire le bâton qui doit tuer le serpent est juste à côté du serpent. Donc c'est ça. Alors, il y a souvent une confusion que les gens font, ou bien que nous faisons généralement, entre l'astrologie et l'horoscope. Comment lever donc l'équivoque au niveau de ces deux sciences? J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que l'horoscope, c'est l'astrologie de la foi. Foi, F-O-I-R-E, c'est-à-dire de la masse. Généralement, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit que dans un signe, nous avons 30 degrés. L'horoscope, pour baser ses prévisions, les base au niveau du 15e degré. Ce qui fait que, c'est vrai, c'est des informations qu'il donne. Ces informations, il y a des gens, par exemple, qui ne sortent pas de chez eux tant qu'ils n'ont pas écouté leur horoscope du jour. Il y en a qui ne font rien tant qu'ils n'ont pas pu avoir des informations sur l'horoscope, et ainsi de suite. Bon, vous m'excusez. Je dis, quand vous êtes trop dépendant de quelque chose, ce n'est pas bon. N'oubliez pas que la règle prescrit que quoi? Que tout ce qui est en essai est dangereux. Je connais par exemple des gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse des prédictions. Parce que dès qu'ils ont entendu, leur esprit mobilise tout pour que ce qu'ils ont entendu se réalise. Que ce soit en bien ou ce soit en mal. Très bien. Vous voyez, pour une telle personne, je dirais que l'astrologie n'est pas une bonne chose. Maintenant, bon, quand vous comprenez que l'horoscope n'est que l'astrologie de la foi et que l'astrologie elle-même vous donne des informations sur vous, on peut faire des prévisions pour vous
en se basant sur vos éléments. Et là, c'est purement personnel. Et je peux vous dire que ce qui est prédit à 99,99% des cas survient. Maintenant, à vous, quand vous avez l'information, de faire le travail qu'il faut pour que les choses ne prennent pas de l'ampleur. Quand tu sais qu'aujourd'hui, tu ne dois pas te disputer, quand bien même on viendra te gifler, tu seras très allègre pour dire merci. C'est clair. Parce que tu sais ce que tu auras à perdre quand tu vas te jeter dans de vaines disputes ou dans de vaines discussions, ainsi de suite. Alors, quelle est par exemple l'influence du karma dans une carte du ciel? Le karma est très présent dans une carte du ciel. D'ailleurs même, vous savez, quand on doit parler de la réincarnation d'une âme, les anges du destin, les positions des planètes, en fait, renseignent sur les limites qui sont imposées à l'âme. Et donc, le karma est très présent dans la carte du ciel. Très présent. Et c'est d'ailleurs le karma qui détermine cette carte du ciel. C'est pour ça qu'on dit la carte du ciel renseigne sur nos limites et nos potentialités. Le karma renseigne sur quoi? Sur nos limites et nos potentialités. Libre à vous. D'accord. Alors, est-ce qu'une carte du ciel peut renseigner sur toute la vie d'un individu, par exemple? N'oublions pas que je l'ai dit tout à l'heure que la volonté des intéressés peut changer tout. La carte du ciel donne des informations qui sont à l'entame. Mais l'homme, au cours de son évolution, rencontre des gens, en fait, fait des rencontres qui impactent son existence, peuvent transmuer même sa vie. Donc, on peut être prédestiné à et se retrouver carrément vers l'opposé. Donc, tout dépend du milieu, de l'espace que nous fréquentons et aussi de notre ouverture. Donc, n'oublions pas que la vie est comme juste un champ. C'est ce que vous y cultivez que vous allez récolter. J'ai dit. Donc, on ne doit pas avoir des craintes pour dire, bon, puisque dans ma carte du ciel, on a dit telle chose me limite, je ne peux pas faire telle chose, et puis bon, se taire et ne rien faire. Non. Il ne faut pas adopter des habitudes fatalistes. Il faut être ouvert et apprendre à profiter des opportunités que la vie vous offre. On t'a dit que, c'est comme je dis urgence. C'est vrai qu'à des moments donnés, je dis urgence, mais vous ne devez pas porter du rouge. Mais je dis, si vous êtes chinois, en Chine, les couleurs prédominantes, c'est le rouge et le blanc. Vous allez faire comment? Donc, vous voyez, le contexte, le milieu, tout joue. Et donc, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'information et de pouvoir l'exploiter. C'est capital. J'ai dit. Alors, on va parler maintenant de l'ascendant et du descendant. C'est des thèmes qui reviennent souvent chez les astrologues et tout ça. Mais l'ascendant, ça nous renvoie à quoi? En fait, en général, je vais vous dire quelque chose. Dans un thème, quand vous avez pris le thème, vous voyez le soleil, il y a ce que nous appelons les astres de vie, ou du moins, je vais dire les 4 points cardinaux du thème. L'ascendant représente l'Est. Le descendant représente l'Ouest. Le milieu du ciel représente le Nord. Le fond du ciel représente le Sud. En fait, ceci offre le cadre de vie dans lequel doit se dérouler la vie de l'intéressé. L'ascendant représente sa personnalité, ça veut dire c'est son jeu. De l'ascendant, ça dit au descendant. Et de l'ascendant jusqu'au descendant, généralement on dit, si vous prenez la carte du ciel, c'est vrai, on peut la diviser en 4. Mais en bas, c'est-à-dire de l'ascendant jusqu'au descendant, on dit, cela renseigne sur l'effort que l'intéressé peut faire sur lui-même pour son développement personnel. Du descendant jusqu'à l'ascendant renseigne sur ce que la société attend de l'intéressé. Et donc, l'ascendant, comme vous l'avez dit, renseigne sur vous. Le descendant renseigne sur votre partenaire, c'est-à-dire votre époux ou votre épouse, vos associés ou les types de personnes avec qui vous serez enclin à vous
avec lesquels vous allez vous associer. Oui. Et quel type d'association vous allez avoir. Donc, ça renseigne, l'ascendant renseigne sur vous, sur vos potentialités. Le descendant renseigne sur les gens que vous allez rencontrer, les associations dans lesquelles vous allez vous investir. Le milieu du ciel renseigne sur ce que la société attend de vous. De vous, le milieu du ciel. Le milieu du ciel. Le fond du ciel renseigne sur ce que votre famille, votre foyer attend de vous. Le fond du ciel. Le fond du ciel. On a le milieu du ciel, c'est ce que la société attend de vous. C'est ce que la société attend de vous. En fait, c'est par le milieu du ciel que la société vous reconnaît. C'est par le milieu du ciel que la société vous plébiscite. C'est pas, en fait, généralement, le milieu du ciel, comme on le dit, renseigne sur comment est-ce que vous allez briller dans la société. Et comment est-ce que le milieu du ciel. Comment vous allez briller. Comment est-ce que la société va recevoir cet éclat, cette lumière que vous lui envoyez. J'ai dit. Mais comment faire pour que tout cela soit vraiment profitable? Oui, des fois, c'est vrai, vous êtes peut-être des hommes qui doivent rester à la lumière. Oui. Le milieu du ciel lui renseigne. Ou vous êtes un homme qui doit rester à l'ombre. Si vous devez rester à l'ombre et vous cherchez à rester à la lumière, vous voyez que vous êtes en train de briser quelque chose. Mais si vous en êtes conscient, c'est bon. Vous pouvez passer à la lumière, tout en étant conscient. Sachant que je dois rester dans l'ombre, mais moi je décide de rester à la lumière. Oui. Mais si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos potentialités comme cela se doit. Qu'est-ce que la société attend de vous? Qu'est-ce que vous devez faire pour la société? Si vous savez ce que l'on attend de vous et ce que vous devez faire, c'est tout fait. C'est parce que vous savez ce qu'on attend de vous que vous êtes là. C'est parce que je sais ce que vous attendez de moi que je suis là. Absolument. Et c'est ça. C'est important. Alors, est-ce qu'il est indispensable d'établir une carte du ciel? C'est comme je dis aux gens, c'est capital. Avoir l'information, c'est une bonne chose. Oui. Tout le monde ne peut pas prendre une voiture et rentrer et circuler sur la route. Si tant est que vous ne connaissez pas le code de la route, vous ne savez pas lire les panneaux, ainsi de suite, vous vous exposez à des dangers qui peuvent survenir à tout moment. Mais si vous avez eu votre permis en bonne et due forme et que vous savez lire les codes, c'est-à-dire les panneaux, vous allez pouvoir décoder les informations qui vous sont données et éviter les dangers et les pièges que la route présente. Parce que vous savez lire. De la même façon, c'est important de lire son ciel. Généralement, c'est comme je dis à certains parents, est-ce que c'est nécessaire? Je dis, tout est nécessaire. Si tant est que tu sais à quoi t'entendre avec un enfant, avec toi-même, avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est que tu peux gérer l'information au mieux. Mais si tu ne sais pas, c'est l'information qui va te gérer. J'ai dit. Ah oui. Parce que tu ne sais pas, ça va te tomber dessus. Mais quand tu sais, tu prends les dispositions pour que, quand ça arrive, tu puisses gérer au mieux. Donc, c'est toujours important d'aller à la recherche de l'information. C'est toujours important d'aller à la recherche de soi. D'ailleurs, comme je le dis souvent aux gens, connaître son ciel, ça fait partie des pas importants dans la connaissance de soi. Et donc, est-ce que c'est important? Je pense que c'est plus qu'important même. Mais à quel moment doit-on établir la carte du ciel dès la naissance de l'enfant ou bien on attend après Bon, ça dépend. Si vous êtes un praticien, vous pouvez faire établir la carte la carte du ciel dès la naissance. Maintenant, bon, pour bon nombre de personnes, c'est maintenant qu'ils sont devenus grands, qu'ils ont appris qu'il y a telle chose. Et donc, vous pouvez toujours demander. La preuve est que avec le logiciel, on peut retourner dans le passé, on peut aller dans l'avenir, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit tantôt ici, en regardant même la carte du ciel d'un enfant qui naît, on peut voir les limites et en fonction de ça, même donner des noms pour corriger. Pour corriger. Donc vous voyez que déjà, même à la naissance, on peut déjà faire établir les cartes du ciel. Et voir quelles sont les forces, quelles sont les limites. Et en fonction des limites ou des forces, donner des noms qui puissent aider l'enfant à évoluer sur son parcours, sur son chemin. C'est dit. Alors, quel est le lien, par exemple, que l'on peut faire entre la numérologie et d'autres sciences, disons, divinatoires, puis la carte du ciel, par exemple? Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous prenez la carte du ciel, vous avez une numérotation de 22, de 10 et de 12.
ça a une corrélation très étroite avec la numérologie. Tout se ramène à 9, qui en fait est la base de la numérologie, la base décimale. Donc tout se ramène à la base décimale de 0 à 9. Et donc, quand par exemple vous devez faire une étude complète d'un thème, on vous fait l'étude du nom, on vous fait l'étude des dates, on vous fait... Bref, on fait la numérologie, on fait l'astrologie scientifique, on fait l'astrologie kabbalistique, une étude numérologique, une étude kabbalistique, et j'en passe. Donc la numérologie fait partie intégrante même de l'astrologie. L'astrologie. Alors, est-ce que, à partir de la carte du ciel, on peut établir la carte, l'arbre de vie personnalisé Naturellement. de quelqu'un qui vous sollicite? Naturellement, ça c'est la moindre des choses. Quand il y a déjà... Bon, pour nos étudiants en Kabbale, ils savent qu'ils font l'astrologie kabbalistique. C'est de la carte du ciel qu'on arrive à l'arbre de vie personnalisé avec la circulation des énergies. Tout. De la carte du ciel, des informations. Bon, si vous regardez, on fait une corrélation entre la carte, c'est-à-dire le ciel, les thèmes, et l'arbre de vie. Vous avez par exemple des signes qui sont dans des sphères. Et vous allez regarder les planètes qui sont dans ces signes. Vous allez retrouver la planète dans la sphère correspondante au signe. Et donc, avec ça, on regarde au niveau de la circulation des énergies, pareil, pour pouvoir tracer des énergies, ainsi de suite, et voir l'orientation. Est-ce que l'énergie est utilisée dans le sens matériel ou dans le sens spirituel, ainsi de suite. Et établir la carte, c'est-à-dire l'arbre de vie personnalisé de l'intéressé sur la base de sa carte du ciel. C'est très facile même à faire. Une chose est certaine, c'est comme je le dis souvent, ce n'est pas pour rien que nous naissons à une date donnée, à une heure donnée, à un lieu donné. Généralement, c'est des références qui renvoient à l'univers, dans le connais-toi toi-même, connaître son ciel, connaître son évolution, c'est un acquis, c'est une force qui nous est permis d'avoir à sa disposition un tel outil. C'est une âme puissante qui peut nous aider à pouvoir nous épanouir et à pouvoir aider ceux qui sont tout autour de nous à s'épanouir également. Ne pas les connaître, c'est marcher sur des œufs. On peut tomber à tout moment. Et comme j'aime bien le dire, quand on sait les tenants et les aboutissants, généralement, on ne cherche plus l'ennemi à l'extérieur de soi. On le trouve en soi. C'est dit. Mais il y a une question qui me revient à l'esprit là. Oui. Il y a une phrase que l'on emploie souvent, on dit, mais écoute, telle personne, mais les planètes sont bien alignées. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, les planètes sont bien alignées, c'est qu'il a de belles prédispositions. Il a de très bons aspects avec les planètes. Et ça le prédispose à. Mais je vais vous citer quelque chose que je dis souvent aux gens. On dit chez nous que quelqu'un est allé consulter l'oracle et on lui a dit qu'il sera riche. S'il rentre chez lui, et qu'il ne fait rien, croise les bras et attend le bonheur, quelqu'un d'autre va attraper le bonheur en chemin et donc il va attendre longtemps. Donc quand les planètes sont bien alignées, généralement, pour expérience de praticien, souvent on tombe sur des gens qui sont paresseux. Parce que c'est des gens, ils sont là, tout arrive. Et donc ils attendent, ils sont dans l'expectative. Mais généralement, des grands bosseurs, c'est des gens qui ont des difficultés ou des aspects violents et qui savent qu'ils doivent se battre pour arracher. Et généralement, c'est des grands bosseurs. Et comme je le dis souvent, quand le ciel vous donne et vous ne savez pas en faire usage, on vous l'arrache et on le donne à quelqu'un qui n'en a pas et qui décide, qui travaille pour l'avoir. On lui donne. J'ai dit. Merci Wilfried Apovor, vous êtes instructeur spirituel, vous êtes astro-kabbaliste. Merci pour toutes ces précisions que vous venez de nous donner sur l'établissement et l'interprétation de la carte du ciel et au-delà de l'astrologie. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très très bientôt.